Je m'appelle Clara, j'ai 28 ans, et mon patron Marcus venait de me dire devant tout le conseil d'administration que j'étais une secrétaire glorifiée au délire de grandeur. Il se tenait là, se prélassant sous la lueur de l'écran du projecteur qui affichait mon travail, son visage un masque de pitié suffisante. Il m'a même tapoté l'épaule. Ce qu'il ne savait pas, ce que personne dans cette salle de conseil silencieuse et stérile ne savait, c'est que j'avais passé les 6 derniers mois à documenter chaque mensonge, chaque idée volée, chaque acte désinvolte de vol intellectuel qu'il avait jamais commis. Plus important encore, il n'avait aucune idée que le PDG quasi mythique de toute notre société mondiale, M. Harrison, était assis en silence au dernier rang, attendant mon signal pour faire s'effondrer tout le château de cartes. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. Bien sûr, cela n'a pas commencé par une trahison spectaculaire et tonitruante. Ça ne se passe jamais comme ça, n'est-ce pas? Ça a commencé subtilement, un lent empoisonnement du puits. Quand j'ai rejoint le cabinet il y a 2 ans, j'étais folle de joie. C'était un grand saut, une prestigieuse agence de marketing où je pouvais enfin faire jouer les muscles créatifs que j'avais mis des années à développer. Et Marcus, mon nouveau chef de département, semblait être le patron parfait. Il était charmant, éloqué, plein d'éloges pour mon travail initial. Il m'a qualifié de rockstar dès ma première semaine pour un slogan que j'avais trouvé à la volée. Je me sentais reconnue, je me sentais valorisée, et je me suis plongée dans mon travail avec une passion acharnée, restant souvent tard juste pour le pur plaisir de la création. Le premier signal d'alarme était si petit que je l'ai à peine remarqué. Lors d'une réunion d'équipe, il a présenté un concept de marque mineure que je lui avais soumis en privé la veille. Il l'a présenté comme le sien, une petite pensée qui venait de lui traverser l'esprit. J'ai ressenti un picotement de confusion, mais je l'ai ignoré. Peut être que j'avais mal compris, peut être que les grands esprits se rencontrent. Vous savez, les excuses que l'on trouve aux gens, n'est-ce pas? On veut croire au bien, au système. Ma collègue, Brenda, qui était assise en face de moi, m'a jeté un regard rapide et entendu, un léger pincement de lèvres, mais n'a rien dit. C'était la première fois que je voyais les facilitateurs en action, leur silence servant d'engrais discret à l'arrogance croissante de Marcus. Il a reçu les éloges du directeur principal lors de cette réunion, et moi, la véritable auteure, je suis restée assise là, un fantôme au festin, souriant poliment et sentant la première pierre froide du ressentiment s'installer dans mon estomac. Je me suis dit que c'était un incident isolé, une simple erreur d'attribution. J'avais tort. Ce n'était pas une erreur, c'était une répétition. C'était le début d'un schéma, une campagne systématique pour effacer mes contributions et bâtir sa carrière sur les fondations de mon intellect et de mon silence. L'incident isolé est devenu son mode opératoire standard. 1 mois plus tard, j'ai développé une stratégie complète de médias sociaux pour un client de taille moyenne, incluant un calendrier de contenu sur 12 mois, des indicateurs d'engagement et un nouveau guide pour la voix de la marque. J'y ai passé 3 semaines, épluchant les données, perfectionnant chaque détail. Je lui ai envoyé par courriel le dossier final de 40 pages, mon nom fièrement affiché sur la diapositive de couverture. Le lendemain, il a convoqué une réunion avec les dirigeants du client. Il a présenté mon dossier, mes 40 pages, mais avec un minuscule changement. Mon nom avait disparu de la couverture et le sien était à sa place. Je me souviens de la sensation, une bouffée de chaleur, de rage et d'impuissance qui m'a fait bourdonner les oreilles. Cette fois, j'ai essayé de parler. Après la réunion, je l'ai attrapé près de la porte de son bureau, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. « Marcus », dis-je, ma voix à peine un murmure. C'était la stratégie que je t'ai envoyée. Il se tourna, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. « Et quel fantastique travail de soutien c'était, Clara !» dit-il, son ton dégoulinant de condescendance. « Tu as un vrai esprit d'équipe. Tu sais comment c'est, toutes les idées sont en fin de compte les idées de l'entreprise, et c'est mon travail en tant que chef de département de les présenter. Nous avons tous notre rôle. » Il a présenté mon exploitation comme une leçon d'humilité professionnelle. Il a reçu une prime importante pour avoir décroché le contrat à long terme de ce client avec sa stratégie. J'ai eu une tape dans le dos et un rappel de mon rôle. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai ouvert un nouveau document protégé par un mot de passe sur mon ordinateur portable personnel. Je l'ai intitulé simplement « Le journal de bord ». J'ai noté la date, le projet et un compte-rendu détaillé de ce qui s'était passé. Je ne savais pas ce que j'en ferais,
mais le simple fait de l'écrire me donnait l'impression de reprendre une infime partie de mon pouvoir volé. Ce n'était plus seulement un souvenir douloureux, c'était une preuve. C'était le début d'une guerre silencieuse et secrète que seul moi savais que je menais. L'entreprise était une machine tentaculaire, et pour la plupart, le dernier étage était une galaxie lointaine. Le PDG, Alistair Harrison, était un nom sur les communiqués de presse, une figure dans les rapports annuels, une légende. Il était connu pour être brillant, exigeant et absolument impitoyable quand il s'agissait de résultats. Il ne visitait presque jamais notre étage, le département créatif de niveau intermédiaire. Alors, quand il est apparu un mardi après-midi, flanqué de 2 vice-présidents au visage de pierre, tout le bureau a crépité d'une énergie nerveuse. Marcus, bien sûr, est passé en mode sycophante complet, bombant le torse et se précipitant pour lui serrer la main, se lançant dans un monologue dithyrambique sur les récents triomphes de notre équipe. Mais Harrison écoutait avec une immobilité déconcertante, ses yeux balayant le bureau, ne manquant rien. Il a ensuite pris un rapport trimestriel sur une table commune, un rapport que j'avais compilé et dont Marcus s'était, naturellement, attribué le mérite. Il a feuilleté quelques pages, son regard perçant. Cet indicateur d'engagement projeté pour le secteur FinTech, dit-il, sa voix calme mais portant à travers la pièce soudainement silencieuse, c'est une valeur aberrante, positive, mais elle contredit les données des 2 derniers trimestres. Expliquez la méthodologie. Marcus se figea. Son visage devint vide. Il était un maître pour présenter des conclusions, pas pour comprendre le travail complexe qui les sous-tendait. Il se mit à bégayer. « Eh bien, M. Harrison, c'est un algorithme complexe, une synergie de dynamique de marché. » C'était pénible à regarder. Je connaissais la réponse. J'avais construit le modèle prédictif moi-même, en me basant sur 3 tendances de marché émergentes et obscures que personne d'autre ne suivait. Après quelques secondes de pataugeage de Marcus, je pris une inspiration et m'avançai. C'est basé sur le retrait de la cote de 2 services de microcapitalisation concurrents sur le marché asiatique et la migration subséquente des utilisateurs, dis-je, ma voix claire et stable. J'ai recoupé cela avec un pic dans les discussions de développeurs sur 3 forums de niche. Le modèle prédit une croissance trimestrielle soutenue de 4% si nous pouvons capter 30% de cette base d'utilisateurs en migration. Les yeux de M. Harrison se sont rivés sur moi. Il n'a pas souri, mais il a soutenu mon regard pendant un long moment, un regard évaluateur et intense, qui donnait l'impression de passer au rayon X. « Je vois », dit-il, simplement. Il a rendu le rapport à un Marcus mortifié et a continué son chemin. Mais ce moment, cette brève étincelle de reconnaissance professionnelle, directe de la seule personne qui comptait vraiment, c'était tout. C'était une seule goutte d'eau propre, dans un puits empoisonné. Et cela m'a donné l'espoir que la compétence, quelque part dans ce bâtiment, pouvait réellement compter pour quelque chose. La trahison finale, celle qui m'a brisée puis m'a reconstruite en quelque chose de plus fort, concernait l'initiative Apex. Apex n'était pas juste un client, c'était le client, un conglomérat technologique mondial massif cherchant à se refaire une image complète. Les décrochés redéfiniraient la réputation et l'avenir financier de notre agence. La présentation était une affaire mobilisant toutes les ressources, mais je savais que c'était ma chance de créer quelque chose d'indéniable, quelque chose de si complètement à moi que même Marcus ne pourrait pas le voler. Pendant 2 mois entiers, j'ai vécu et respiré Apex. Je travaillais jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, alimenté par le café et un désir ardent de créer mon chef-d'œuvre. J'ai bâti une stratégie si complète, si innovante, qu'elle m'en donnait des frissons. Ce n'était pas seulement un plan marketing, c'était une nouvelle philosophie pour la marque, ancrée dans une recherche psychologique approfondie et une intégration numérique révolutionnaire. J'en étais fière. Plus que fière, je sentais que cela faisait partie de moi. La veille de la date limite interne, j'ai mis la dernière main à la présentation de 150 diapositives. C'était brillant. C'était indéniable. C'était à moi. Je suis entrée dans le bureau de Marcus le lendemain matin, les mains tremblant légèrement en lui tendant la clé USB. Il l'a branchée, et nous avons regardé la présentation se dérouler sur son grand écran. Ses yeux s'écarquillèrent. Il resta silencieux pendant une bonne minute après la fin, fixant simplement l'écran, puis il se tourna vers moi, un lent sourire prédateur s'étalant sur son visage. « Clara », dit-il, sa voix empreinte d'une sincérité contrefaite qui me fit froid dans le dos. « C'est du génie, un travail absolument incroyable. » Il se leva et posa une main sur mon épaule, un geste de fausse camaraderie. « Tu m'as vraiment soutenu sur ce coup. Je m'en occupe à partir de maintenant. »
et c'était tout. Soutenu. Je m'en occupe à partir de maintenant. Il n'a même pas pris la peine de me manipuler ou d'utiliser le jargon d'entreprise cette fois. C'était un vol effronté et assuré, commis avec l'arrogance désinvolte d'un homme qui me croyait totalement impuissante à l'arrêter. À ce moment-là, quelque chose en moi ne s'est pas seulement brisé, cela s'est vaporisé. La Clara, pleine d'espoir, fuyant les conflits et désireuse de plaire, cessa d'exister. Et à sa place, une fureur froide, silencieuse et stratégique, commença à prendre racine. Je lui ai rendu son sourire, un sourire fragile et vide. Bien sûr, Marcus, tout pour aider l'équipe. Il a vu ma soumission. Il n'a pas vu la déclaration de guerre dans mes yeux. Je ne suis pas partie en trombe. Je n'ai pas envoyé de courriel furieux au RH. Je savais que ce serait inutile. Une bataille de parole contre parole, avec un chef de département que je ne pouvais pas gagner. Au lieu de cela, je suis retournée à mon bureau et je suis devenue l'employé modèle. J'étais serviable, j'étais diligente, j'étais invisible, mais mes nuits étaient une autre histoire. Le journal de bord n'était plus un simple journal de griffes, il est devenu ma salle de guerre. Je me suis transformée de victime en une experte en jury-comptabilité de mon propre travail volé. J'ai parcouru des années de courriels, de journaux de serveurs et de fichiers de projet. J'ai créé une feuille de calcul, recoupant chaque projet que Marcus s'était attribué avec les fichiers originaux sur mon disque dur, avec les dates de création et les métadonnées. Mon travail était une tapisserie complexe et je documentais maintenant méticuleusement chaque fil qu'il avait tiré et s'était approprié. Mais la documentation ne suffisait pas. J'avais besoin d'un piège. J'ai commencé à intégrer ce que j'appelais des filigranes intellectuelles dans la présentation Apex qu'il pensait maintenant être la sienne. Sur une diapositive, j'ai utilisé un modèle de visualisation de données très spécifique et légèrement inhabituel que j'avais développé pour ma thèse universitaire, un modèle dont je pouvais prouver qu'il était ma propriété intellectuelle unique. Dans les projections financières, j'ai utilisé une formule de prévision spécifique et non standard que je savais qu'il ne comprendrait pas, mais dont il adorerait l'apparence. J'ai même tissé une expression particulière, intégration symphonique, un terme que j'avais utilisé dans un article publié sous mon propre nom 1 an auparavant, dans la philosophie de base de la marque. C'étaient mes fils pièges, mes empreintes digitales numériques, invisibles pour l'arrogant et l'ignorant, mais flagrantes pour quiconque savait où regarder. J'ai également contacté mon ancienne professeure d'université, une femme vive d'esprit et directe qui avait toujours défendu mon travail. Je lui ai raconté toute l'histoire. Elle n'était pas seulement une épaule sur laquelle pleurer, elle était une conseillère tactique. C'est elle qui a dit « Ne te contente pas de prouver qu'il est un voleur, Clara. Crée une scène et laisse-le se pendre devant un public qui compte. » Ces mots ont solidifié ma résolution. L'objectif n'était plus seulement la justice, c'était une justification publique. Armée des conseils de ma professeure et d'un dossier de preuves méticuleusement préparé, j'ai pris le plus grand risque de ma carrière. J'ai repensé à ce moment avec M. Harrison, son regard intense, son attention portée à la méthodologie plutôt qu'à la rhétorique vide. Il n'était pas comme Marcus, il se souciait du travail, du vrai travail. M'accrochant à cette conviction, j'ai rédigé le courriel le plus soigneusement formulé de ma vie. Je ne l'ai pas envoyé directement à lui, mais à sa redoutable assistante de direction, une femme connue sous le nom de la gardienne. Je n'ai pas mentionné Marcus. Je ne me suis pas plainte d'avoir été lésée. Au lieu de cela, j'ai présenté la situation comme une préoccupation commerciale proactive. « Chère Madame Vance », écrivis-je, « je suis stratège au département créatif. Dans le cadre de mon travail sur des projets à haute valeur, j'ai identifié une vulnérabilité systémique potentielle dans notre flux de travail interdépartemental qui pourrait avoir un impact sur l'attribution de notre propriété intellectuelle et la chaîne de possession créative. Je crois qu'un bref entretien confidentiel de 15 minutes avec M. Harrison pourrait être bénéfique pour atténuer ce risque potentiel. C'était corporatif, c'était professionnel, et c'était délibérément vague mais intriguant. J'ai joint un unique PDF protégé par un mot de passe, ne contenant que la page de titre de mon journal. Analyse du flux de travail et de la propriété intellectuelle, T4. J'ai cliqué sur Envoyer, mon cœur ayant l'impression qu'il allait s'échapper de ma poitrine. Pendant 2 jours, je n'ai eu aucune nouvelle. J'étais convaincue d'avoir surestimé mes forces, que mon courriel avait été supprimé sans la moindre pensée. J'imaginais Madame Vance le montrant à M. Harrison, et tous deux riant de l'audace d'une employée subalterne. Puis, le mercredi matin, un courriel est apparu dans ma boîte de réception. L'expéditeur était Alistair Harrison. Le sujet était « Votre analyse ».
Le corps du courriel ne contenait qu'une seule ligne. Mon bureau, vendredi, 6 heures. Soyez prête. Ce n'était pas une question ni une invitation polie. C'était une convocation. L'allié avait répondu à l'appel. La peur était immense, mais pour la première fois depuis longtemps, elle était éclipsée par un sentiment d'espoir palpitant et dangereux. La partie était lancée. Entrer dans le bureau de M. Harrison au dernier étage, c'était comme entrer dans un autre monde. Il était vaste, minimaliste, avec une baie vitrée du sol au plafond, offrant une vue quasi divine sur la ville. Il se tenait près de cette fenêtre et se tourna quand j'entrai. Il ne souriait pas. « 15 minutes, Clara », dit-il en désignant une chaise en face de son immense bureau. « Vous avez mentionné un risque. » Mes mains étaient froides, mais ma voix, quand elle sortit, était stable. J'avais répété cela. Je n'étais pas là en tant que victime cherchant la pitié. J'étais là en tant que stratège présentant une solution. « Monsieur Harrison, commençai-je, merci pour votre temps. Le risque est que l'atout le plus précieux de notre entreprise, notre propriété intellectuelle, est compromis. Non pas par des concurrents, mais de l'intérieur. » Je lui ai exposé la situation de manière clinique, logique. Je lui ai remis un résumé du journal de bord, une chronologie des projets, avec les dates, mes contributions documentées et les revendications de propriété de Marcus. Je lui ai montré les métadonnées des fichiers originaux. Je lui ai montré l'article publié avec mon expression « intégration symphonique ». Je lui ai montré le modèle de données unique de ma thèse universitaire. Je n'ai jamais utilisé de langage émotionnel. Je n'ai pas dit « il m'a volé ». J'ai dit « il y a une divergence dans la chaîne de création documentée pour ces actifs ». Il écouta dans un silence absolu, les yeux fixés sur les documents, son expression illisible. Quand j'eus fini, je ne lui ai pas demandé de renvoyer Marcus. Je n'ai pas demandé de promotion. Je lui ai présenté mon idée. La présentation Apex a lieu dans 1 semaine, dis-je. C'est la plus grande opportunité que cette entreprise ait eue en une décennie. Et toute la stratégie était mon travail. Laissez Marcus la présenter. Laissez-le se tenir devant le conseil et le client et la revendiquer comme son chef-d'œuvre. Tout ce que je demande, c'est que vous soyez dans la pièce. Un long silence s'installa. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, tapotant un stylo sur son bureau. Je pensais qu'il allait me mettre à la porte. Puis, un fantôme de sourire effleura ses lèvres. « C'est un coup audacieux, Clara, » dit-il, la voix basse. « La plupart des gens dans votre situation iraient simplement au RH. Vous organisez une exécution publique. » Il me regarda droit dans les yeux. « Vous avez raison. C'est un risque pour l'entreprise. Un homme comme ça ne peut pas diriger une équipe créative. » Il se leva, tendant une main. « Vous avez mon soutien. Préparez la scène. Je serai dans le public. » La semaine précédant la présentation Apex fut l'une des plus surréalistes de ma vie. Je vivais une double existence. Extérieurement, j'étais la subordonnée loyale et serviable, allant chercher du café pour Marcus, passant en revue ses diapositives de présentation avec lui, lui offrant des encouragements. Intérieurement, j'étais une experte en munitions, le regardant calmement assembler la bombe que j'avais conçue. L'ironie dramatique était si épaisse que je pouvais la goûter. Marcus était au sommet de son arrogance, ivre de l'éclat de ce qu'il croyait être son propre génie. Il répétait dans son bureau, sa voix tonnant alors qu'il pratiquait mes mots, mon récit. Il m'appelait pour me demander mon avis. « Clara, que penses-tu de ce geste ici? Est-ce que ça projette de la confiance ?» demandait-il, en prenant une pose de pouvoir ridicule. Je hochais la tête sérieusement et disais « C'est très autoritaire, Marcus. » Il se pavanait, complètement inconscient. Un après-midi, il m'a assise et m'a fait un discours d'encouragement condescendant. « Tu sais, Clara, » dit-il en se penchant en arrière dans son fauteuil, « tu devrais vraiment faire très attention pendant la présentation de vendredi. Tu apprendras beaucoup en regardant comment un vrai professionnel gère une salle de ce calibre. C'est comme ça que les carrières se font. » J'ai juste souri et dit « Je prendrai des notes. » Les facilitateurs de mon équipe observaient cette dynamique avec un mélange de pitié et de curiosité morbide. Brenda me lançait des regards compatissants, tandis que d'autres évitaient studieusement mon regard, clairement mal à l'aise mais peu enclins à faire des vagues. Ils voyaient tous l'injustice, mais aucun d'eux n'a rien fait. Leur passivité était sa propre sorte de trahison, et elle a durci ma résolution. La veille de la présentation, j'ai fait à Marcus un dernier cadeau. Je lui ai dit que j'avais eu une inspiration de dernière minute. J'avais créé une nouvelle diapositive, une projection révolutionnaire basée sur un algorithme propriétaire qui montrait un retour sur investissement potentiel encore plus élevé. C'était, bien sûr, une fabrication complète, un graphique magnifique basé sur des données absurdes. C'était le plus élégant et le plus mortel de tous mes pièges.
Il a adoré. Il l'a inséré dans la présentation sans poser une seule question, me remerciant pour mon soutien proactif. Le piège était maintenant entièrement tendu. Il ne restait plus qu'à ce qu'il y entre. Le jour de la présentation arriva, un vendredi vif et froid. La salle de conférence principale était intimidante, un espace caverneux dominé par une immense table en chêne. Elle était remplie de l'ensemble du conseil d'administration de l'entreprise, des hommes et des femmes, au visage de pierre vêtus de costumes coûteux. Et, assis tranquillement sur une chaise contre le mur du fond, presque caché dans l'ombre, se trouvait M. Harrison. Il a croisé mon regard quand je suis entrée et a fait un seul signe de tête, presque imperceptible. Mon cœur se calma. Je n'étais pas seule. Marcus était dans son élément, un gladiateur entrant dans son arène. Il était vêtu d'un costume sur mesure, ses cheveux parfaitement coiffés. Il serrait des mains, il riait, il sointait une confiance bâtie sur un fondement de mensonge. Il m'a fait installer l'ordinateur portable et le projecteur. Une dernière petite humiliation pour établir sa domination. Alors que j'ajustais la mise au point sur l'écran, il s'est penché et a murmuré « Ne sois pas nerveuse pour moi, Clara. Je suis née pour faire ça. » La présentation commença. Je dois admettre qu'il était un bon comédien. Il a prononcé mes mots avec passion et conviction. Il se déplaçait sur la scène avec une grâce étudiée, sa voix montant et descendant aux bons endroits. Il vendait ma stratégie, le travail de mon âme, et le conseil était captivé. Je me tenais sur le côté de la salle, mon expression soigneusement neutre, les mains jointes derrière le dos. Je le regardais naviguer à travers les diapositives que je connaissais si intimement. Il présentait l'analyse de marché sur laquelle j'avais passé des nuits blanches. Il articulait la philosophie de marque pour laquelle je m'étais tourmentée. Il recevait tout le crédit, les hochements de tête approbateurs, les murmures impressionnés des personnes les plus puissantes de l'entreprise. Et à chaque diapositive qu'il avançait, il s'enfonçait de plus en plus profondément dans ma toile. Les facilitateurs de notre département étaient là aussi, observant depuis le fond. Je pouvais sentir leurs yeux sur moi, se demandant comment je pouvais rester là et regarder cela se produire. Ils pensaient assister à ma défaite ultime. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point d'assister à mon couronnement. Marcus planait, approchant du grand final de la présentation. Il cliqua sur la diapositive 122, mon dernier, magnifique et mortel piège. « Et ceci, mesdames et messieurs, annonça-t-il, sa voix tonnant d'une importance théâtrale, est ce qui distingue vraiment notre stratégie. Une projection basée sur un modèle de données propriétaires qui montre une capture de marché potentielle, non pas de 3%, mais d'un révolutionnaire 4,2% dès la première année. » Les membres du conseil se penchèrent en avant, intrigués. Le chiffre était audacieux, un élément qui changeait la donne. Marcus marqua une pause pour l'effet, laissant ce chiffre stupéfiant flotter dans l'air. C'était son moment de triomphe, et c'est alors que la voix calme vint du fond de la salle. « Excusez-moi, Marcus. » C'était M. Harrison. Toutes les têtes se tournèrent. Marcus parut momentanément décontenancé, mais se reprit rapidement avec un sourire confiant. « Oui, Monsieur Harrison ? C'est une projection fascinante, dit M. Harrison, son ton désinvolte, conversationnel. Une sacrée affirmation. Je suis sûr que le conseil sera d'accord. Pourriez-vous juste nous détailler l'ensemble des données brutes et les variables principales de l'algorithme que vous avez utilisé pour arriver à ce chiffre spécifique de 4,2%? C'est assez révolutionnaire. J'aimerais en comprendre la mécanique. » Le silence dans la pièce fut soudain et absolu. C'était comme si l'air avait été aspiré. Toute couleur quitta le visage de Marcus. On pouvait presque voir le vrombissement frénétique et paniqué des engrenages dans sa tête alors qu'il cherchait une réponse qui n'existait pas. Il n'avait aucune idée de ce qu'était la mécanique. Il ne savait même pas qu'il y avait une mécanique. Pour lui, ce n'était qu'un joli chiffre sur une diapositive. Il ouvrit la bouche, mais seul un son sec et rauque en sortit. « Eh bien, » balbutia-t-il, sa façade confiante s'effritant en poussière. « C'est un processus très complexe, à plusieurs niveaux. Une synergie d'analyse prédictive. » Il pataugeait, se noyant dans le silence, et tout le monde dans la pièce pouvait le voir. Le chasseur était devenu la proie. Les yeux de Marcus balayèrent la pièce, cherchant une bouée de sauvetage. Ils se posèrent sur moi. Une lueur d'espoir désespéré, et l'aide vacilla dans son expression. « Clara ?» dit-il, sa voix soudainement mielleuse de fausse modestie. « Clara a aidé à la collecte des données pour cette section. C'est un excellent soutien. » C'était sa dernière tentative pathétique de rejeter la faute, de m'utiliser comme bouclier. Mais le bouclier était sur le point de se transformer en épée. Avant qu'il ne puisse dire un mot de plus,
La voix de M. Harrison trancha à nouveau la tension, nette et précise. « Bien, dit-il, ne regardant pas Marcus, mais directement moi. Alors être que Clara peut nous l'expliquer. C'était mon signal. C'était le moment sur lequel tout le plan avait été construit. Un calme profond et glacial m'envahit. Je fis un pas en avant, quittant l'ombre du mur pour entrer dans la lumière de la scène. Tous les yeux dans la pièce étaient rivés sur moi. Je ne regardais pas Marcus, je regardais le conseil. La projection de 4,2% n'est pas du tout basée sur un algorithme standard. Commençai-je, ma voix claire et inébranlable, remplissant la pièce silencieuse. C'est un modèle théorique conçu pour montrer le meilleur scénario absolu dans un ensemble de conditions de marché quasi impossibles. C'est un test de résistance, pas une prévision. La projection réelle, plus réaliste, basée sur une analyse pondérée de la volatilité actuelle du marché, est plus proche de 2,8%, comme détaillé dans l'annexe originale. J'ai ensuite procédé à leur expliquer les vraies données, la vraie méthodologie pour toute la présentation, du début à la fin. J'ai utilisé mes phrases clés. J'ai fait référence à mon modèle de visualisation de données spécifiques. J'ai déconstruit toute la stratégie que j'avais bâtie, pièce par pièce, exposant ma paternité à la vue de tous. Pour mon coup final, je me suis tournée vers M. Harrison. « En fait, dis-je, pour assurer une transparence totale dans le processus créatif, j'ai créé une annexe complète documentant tout le développement de la campagne, avec des historiques de fichiers horodatés et des métadonnées. Je crois que M. Harrison en a une copie. Échec et mat. » Le silence qui suivit ma dernière phrase fut assourdissant. Marcus se tenait figé à côté du podium, le visage couleur de cendre. Il regarda de moi à me. Harrison, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson sur un pont. Il essaya de parler, de protester. Elle ment. C'est une assistante mécontente qui essaye de saboter une présentation majeure. Mais sa voix manquait de toute conviction. C'était le cri désespéré d'un homme qui se savait pris. Les preuves contre lui n'étaient pas seulement accablantes, elles étaient un brasier déchaîné. M. Harrison se leva enfin de sa chaise au fond de la salle et se dirigea lentement vers l'avant. Il ne jeta même pas un regard à Marcus. Il s'adressa au conseil et aux clients d'Apex, abasourdi. « Il semble que nous ayons eu une violation significative et franchement embarrassante de l'intégrité professionnelle au sein de notre direction, dit-il, sa voix comme des éclats de glace. Cependant, cela a également mis en lumière la véritable source du travail exceptionnel que vous avez vu aujourd'hui. » Il tourna ensuite son regard vers moi, et pour la première fois, je vis une lueur qui ressemblait à un sourire dans ses yeux. « Clara, merci pour votre intégrité et pour une proposition stratégique absolument brillante. Votre travail a été exemplaire. » Il se tourna ensuite vers Marcus, et son expression était d'une froideur polaire. « Marcus, mon bureau, tout de suite. » Ces deux mots étaient une condamnation à mort. Les dirigeants du conseil fixèrent Marcus avec un mépris non dissimulé. Les clients d'Apex, après un moment de silence stupéfait, commencèrent à se parler, mais l'un d'eux m'adressa un petit sourire impressionné et un signe de tête. Les facilitateurs de mon équipe qui étaient dans la pièce semblaient horrifiés, certains de honte, d'autres d'une peur naissante. Je n'ai pas attendu pour voir le reste. Je me suis retournée, et avec un sentiment de triomphe profond et tranquille, j'ai quitté cette salle de conseil. Le clic de la lourde porte, se refermant derrière moi, fut le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. C'était le son d'un chapitre qui se terminait. C'était le son de la justice. Les suites furent exactement aussi explosives que vous pouvez l'imaginer. Le bureau, qui avait toujours bourdonné d'un faible murmure de ragots, devint un brasier rugissant de spéculations et de rumeurs. En 1 heure, l'histoire, sous diverses formes déformées, avait atteint tous les coins de l'entreprise. Marcus fut vu escorté hors du bâtiment par la sécurité, portant une petite boîte en carton contenant ses effets personnels, son visage un masque orageux d'humiliation. Il n'a même pas eu le droit de retourner à son bureau. C'était la marche de la honte de l'entreprise, et c'était glorieux. Soudain, mon bureau devint l'endroit le plus populaire de l'étage. Les mêmes facilitateurs qui avaient regardé en silence pendant 2 ans, Marcus s'attribuait le mérite de mon travail, faisaient maintenant la queue pour me féliciter. « Clara, c'était incroyable !» dit l'un. « Nous avons toujours su que tu étais le vrai cerveau de l'opération » dit un autre. J'acceptais leurs félicitations avec un sourire poli et froid. Je comprenais leur comportement, l'instinct de conservation, mais je n'oublierais pas leur silence. Le pardon était une chose, l'amnésie en était une autre. Plus tard, dans l'après-midi, je fus de nouveau convoqué au dernier étage. Cette fois, l'atmosphère était complètement différente. M. Harrison souriait quand j'entrais. Les clients d'Apex ont été impressionnés,
dit-il. À la fois par la stratégie et par le grand nettoyage d'entreprise dont ils ont été témoins. Ils ont signé le contrat. Un accord de 5 ans. Il désigna à nouveau la chaise en face de son bureau. Le poste de Marcus en tant que directeur de la stratégie créative est maintenant vacant. Il est à vous, si vous le voulez. Le salaire sera plus du double de ce que vous gagnez actuellement. Et ceci, dit-il en faisant glisser un chèque sur le bureau, est la prime à la signature que l'entreprise accordait pour avoir décroché le compte Apex. Elle était destinée à Marcus. Je crois que vous trouverez qu'elle est du bon montant. Je baissai les yeux sur le chèque. Il était de 50 000 $. Je n'avais jamais vu autant de zéros. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était une réparation. C'était une validation. C'était la victoire. J'ai accepté le poste sans hésitation. Mon premier jour en tant que directrice de la stratégie créative m'a donné l'impression d'entrer dans une nouvelle vie. Je suis entrée dans l'ancien bureau de Marcus, l'espace depuis lequel il m'avait dominée, et il me semblait plus petit. J'ai passé la matinée à le vider. J'ai jeté ces stupides affiches de motivation et ces jouets de bureau prétentieux. J'ai ouvert les fenêtres pour laisser entrer l'air frais, au sens propre comme au figuré. Mon premier acte officiel, en tant que directrice, n'a pas été de commencer une nouvelle campagne, mais de redéfinir l'ensemble du flux de travail du département. J'ai convoqué une réunion d'équipe, et dans la même salle de conférence où Marcus avait volé mes idées, j'ai exposé ma nouvelle vision. J'ai introduit un système de gestion de projets numériques qui traçait chaque contribution, chaque idée, de la conception à l'achèvement. Il créait un enregistrement transparent et inaltérable de qui avait fait quoi. À partir de maintenant, leur dis-je, il n'y aura plus de fantômes dans cette machine. Votre travail est le vôtre. Vous en recevrez le crédit, vous en recevrez la reconnaissance, et vous bâtirez votre carrière sur votre propre mérite. Le soulagement dans la pièce, en particulier de la part des membres plus jeunes et plus discrets de l'équipe que je savais avoir également souffert sous le régime de Marcus, était palpable. Je n'étais pas le patron que j'avais eu. J'étais le patron dont j'avais eu besoin. J'ai promu Brenda, ma collègue silencieuse mais compatissante, au poste d'adjointe. J'ai réaffecté ceux qui avaient été les plus complices dans leur facilitation. J'ai commencé à bâtir une équipe basée non pas sur la politique ou le volume, mais sur le talent et l'intégrité. En entrant dans mon nouveau bureau à la fin de cette première semaine, en m'asseyant dans mon fauteuil et en regardant la ville, j'ai ressenti un sentiment de propriété que je n'avais jamais connu. On ne m'avait pas seulement donné un bureau, je l'avais mérité, je l'avais libéré. J'étais enfin, vraiment, à ma juste place. Des mois ont passé depuis le jour de la présentation, que mon équipe appelle maintenant, en plaisantant, l'heure des comptes. Le compte Apex est un succès retentissant, et notre département est devenu le plus respecté et le plus innovant de toute l'entreprise. J'ai découvert que le rôle de leader m'est plus naturel que je ne l'aurais jamais imaginé. Je dirige avec l'empathie née de ma propre expérience, en veillant à ce que chaque voix soit entendue, que chaque contribution soit valorisée. La peur qui vivait autrefois dans mon estomac, ce nœud constant d'anxiété et d'injustice, a disparu. À sa place se trouve une confiance tranquille et inébranlable. Je ne cherche plus la validation des autres, car j'ai forgé la mienne dans le feu de cette salle de conseil. J'ai prouvé ma valeur à la seule personne qui avait vraiment besoin d'y croire, moi-même. Et qu'en est-il de Marcus ? J'ai entendu une rumeur il y a quelques semaines par un contact d'une autre agence. Il travaille maintenant, apparemment. Un poste de vendeur débutant dans une petite entreprise de publicité imprimée en difficulté de l'autre côté de la ville. De directeur dans une tour de verre à un box à vendre des espaces pour coupons. C'est une chute aux proportions presque poétiques, et je mentirais si je disais que la nouvelle n'a pas fait naître un petit sourire satisfait sur mon visage. Il ne s'agit plus de vengeance. Il s'agit d'équilibre. Le monde s'est remis en ordre. Parfois, voyez-vous, l'histoire a une fin heureuse. Il faut juste être prêt à déchirer le scénario qu'on vous a donné et à en écrire un meilleur pour soi-même, avec ses propres mots, avec sa propre vérité indéniable. Il faut être prêt à construire sa propre scène et à devenir son propre héros.